Le canal de Panama, on pense tout de suite aux immenses cargos au commerce mondial, n'est-ce pas? Eh bien aujourd'hui, il faut voir bien au-delà de cette image. Cette voie d'eau si vitale est devenue le véritable échiquier d'une lutte de pouvoir acharnée. C'est un point de friction majeur dans la grande rivalité qui oppose Washington et Pékin. Et non, on ne parle pas juste de porte-containers et de logistique. Loin de là. Ce qui se joue ici, c'est une question d'influence, de contrôle pur et simple, et même de la redéfinition des futures routes du commerce mondial. Les vagues de ce qui se passe au Panama vont se faire sentir bien au-delà de ces écluses. Alors, pour y voir plus clair, on va décortiquer tout ça. D'abord, comment la Chine a posé ses pions là-bas. Ensuite, la réaction de Washington pour reprendre la main. Puis la contre-attaque de Pékin, bien sûr. Et on finira par ce que tout ça signifie concrètement pour l'équilibre mondial. Allez, on commence. Le dragon au canal. Comment la Chine a-t-elle réussi à s'implanter aussi solidement à cet endroit si stratégique ? Tout s'est joué très vite. En fait, l'avancée chinoise a été impressionnante, presque chirurgicale. 2017, c'est le vrai tournant. Le Panama lâche Taïwan pour reconnaître Pékin. Et là, c'est la porte ouverte. Le pays rejoint l'initiative La ceinture et la route. Les contrats chinois pour des projets énormes pleuvent. Et le point d'orgue, c'est en 2021, le contrat d'une société de Hong Kong, CK Hutchison, pour gérer des ports absolument clés et prolongés pour 25 ans. Un coup de maître. Donc il faut bien comprendre que ce n'était pas juste de l'investissement pour faire joli. Non. La Chine a mis la main sur des actifs vraiment stratégiques. On parle du contrôle des ports à chaque bout du canal, Balboa côté Pacifique, Cristobal côté Caraïbes, on parle de plus de 2,5 milliards de dollars injectés, et, très important, de liens tissés avec les familles les plus puissantes du Panama. Bref, Pékin s'est créé une position en or, un levier d'influence énorme. Forcément, à Washington, ça fait grincer des dents. Et la réaction ne s'est pas fait attendre. Washington a vu ça comme une véritable intrusion dans ce qu'ils considèrent un peu comme leur précaré. L'heure n'était plus à l'observation, mais à l'action. C'est le début de la contre-manœuvre américaine. Et le ton est donné sans détour par Donald Trump lui-même. Nous allons le reprendre. C'est direct, c'est clair. Fini les pincettes diplomatiques. Là, on entre dans une phase de confrontation ouverte pour contrer purement et simplement l'influence chinoise. Alors comment ils s'y sont pris? C'était un plan en 3 temps, très bien huilé. D'abord, la pression diplomatique au plus haut niveau. Le secrétaire d'État Rubio débarque au Panama et met les points sur les i. Ensuite, et c'est très malin, ils utilisent les propres lois du Panama contre la Chine en soutenant une plainte en justice. Et enfin, le coup de massue, la Cour suprême du Panama leur donne raison. Le contrat est annulé. Fin de l'histoire pour la Chine, du moins pour ce chapitre. Et la justification officielle pour cette manœuvre, c'était quoi ? La sécurité nationale, bien sûr. Il faut se mettre à leur place en instant. L'idée qu'une entreprise proche de Pékin contrôle une infrastructure par laquelle passent 40% de leur fret maritime et qui pourrait au passage garder un œil sur les mouvements de l'US Navy, c'était juste impensable. Une ligne rouge avait été franchie. Bon, le coup des Américains a marché. C'est une victoire tactique, c'est clair. Mais est-ce que quelqu'un pensait vraiment que la Chine allait en rester là, qu'ils allaient juste accepter la défaite? Évidemment que non. La question, c'était quelle allait être leur riposte? Et la riposte est arrivée. Une contre-attaque sur plusieurs fronts, à la fois tactique et stratégique. La réponse de Pékin s'est jouée sur 2 temporalités. D'un côté, la réponse immédiate. On attaque en justice. On met la pression économiquement en annulant des passages de navires. Et on crie au scandale. Mais de l'autre côté, il y a la vision à long terme. Et c'est peut-être le plus important. Pékin se dit « Ok, on ne peut pas dépendre de ces points de passage. On va construire nos propres routes. » Et ils commencent à pousser des projets alternatifs et à réorienter leurs investissements. Et cette pression économique, elle a fait mal, et tout de suite. L'annulation des passages de navires par COSCO, ça a coûté 800 000 $ par jour au Panama. 800 000 $. C'est un message très clair envoyé par la Chine du genre « Vous voyez ce que ça coûte de nous tourner le dos ?» Mais en fait, si on prend un peu de recul, cette histoire au Panama, c'est bien plus qu'une simple escarmouche. C'est le signe que les grandes artères du commerce mondial sont en train d'être complètement redessinées. La stratégie chinoise est en pleine mutation. La leçon qu'ils ont tirée, c'est « Pourquoi se battre pour des points de passage qu'on ne contrôlera jamais vraiment quand on peut en construire de nouveaux ?» Leur objectif, c'est de créer leur propre route, leur propre corridor. Et le projet phare de cette nouvelle stratégie, c'est ce chemin de fer des 2 océans. C'est un projet absolument colossal. Imaginez un peu, une voie ferrée qui traverse l'Amérique du Sud pour relier le Pacifique à l'Atlantique. Un véritable canal de Panama, mais sur des rails. L'avantage pour la Chine, contourner complètement le canal et donc l'influence américaine. C'est un vrai game changer potentiel. Cette affaire au Panama, pour Pékin, c'est une sacrée leçon, surtout pour leur méga projet, la ceinture et la route. Première leçon, se reposer sur de petits pays, c'est risqué.
Deuxième leçon, il faut que les projets soient beaucoup plus intégrés localement. Et enfin, ils ont bien compris la stratégie américaine qu'on appelle parfois « tuer le poulet pour effrayer le singe ». En gros, les États-Unis ont fait du Panama un exemple pour dire à tous les autres pays « voilà ce qui arrive si vous vous rapprochez trop de la Chine ». Ok, mais au final, pourquoi est-ce que ce bras de fer dans un petit pays devrait nous intéresser? Parce que les implications, elles, sont mondiales. Regardons les chiffres, c'est parlant. Qui utilise le canal? En tête, les États-Unis avec environ 40% du fret. Juste derrière, la Chine. On comprend tout de suite pourquoi le contrôle de ce passage est si critique pour les deux. La moindre perturbation ici, c'est un séisme pour leurs économies. Et par ricochet, pour l'économie mondiale. Et pour les autres pays, surtout les plus petits, l'affaire du Panama sonne comme un avertissement très clair. Ça leur dit, attention, choisir un camp dans cette rivalité entre les États-Unis et la Chine, ça a des conséquences. C'est un jeu très, très dangereux. Alors, on en revient à la question de fond. Est-ce que les États-Unis ont vraiment gagné? Oui, ils ont remporté une bataille tactique, c'est indéniable. Mais n'ont-ils pas, en faisant ça, simplement poussé la Chine à accélérer la construction de son propre système, de son propre réseau mondial, pour ne plus jamais être dépendant? En voulant gagner une manche, n'ont-ils pas renforcé la détermination de leur adversaire à long terme? C'est toute la question.